bienvenue sur ma chaîne. C'est Espoir JL, le nom de la chaîne. J'espère que ceux qui avaient regardé mon message de bienvenue avaient compris quelque chose. En tout cas, j'avais tout dit. J'avais tout dit concernant cette chaîne, les points que nous allons aborder souvent et les cours que nous allons aborder. J'avais dit, les domaines d'un ingénieur, ce n'est pas un domaine facile. Donc, c'est un domaine qui demande la concentration. Et si vous êtes ingénieur aujourd'hui et que vous maîtrisez que les devis ou la maçonnerie, là, vous n'êtes pas ingénieur. Vous êtes encore un maçon. Alors, pour être ingénieur, en tout cas, vous allez comprendre ce genre d'exercice, que vous soyez capable de résoudre ce genre d'exercice où vous voyez un schéma statique comme ça. Alors là, vous êtes mieux. Un ingénieur doit maîtriser la RDM, un ingénieur doit maîtriser la statique appliquée, les calculs des structures. Tout ça, ce sont des charges, ce sont des cours qu'un ingénieur peut comprendre pour être considéré à la catégorie des ingénieurs. Alors, j'avais dit que dans cette chaîne, nous parlerons de la construction. Et parlant de la construction, nous n'avons pas que des ingénieurs qui sont à la base de la construction non plus. Il y a les architectes, il y a le maçon, il y a les chargés, les conducteurs des travaux, il y a des TT et ensuite nous avons une hiérarchie qui continue. Alors, aujourd'hui, nous avons fait cette vidéo uniquement pour les ingénieurs. Et le reste des personnes, j'avais dit que vous restez connectés, vous restez branchés. Vous aurez aussi des vidéos qui parleront, en tout cas, de la catégorie de vos vidéos, la catégorie de vos cours, de votre niveau qui peut augmenter votre savoir. Bref, aujourd'hui, je vous explique ces schémas statiques, donc les calculs des appuis dans une poutre que vous allez voir tout de suite. Je vais vous expliquer ça en 3 étapes. Alors, la première étape, nous allons voir la présentation de ces schémas statiques ou de l'énoncé de cet exercice. La deuxième partie, nous allons sortir les formules secondaires qui vont nous aider à trouver la grande formule des 3 moments. Je suis bref, en tout cas, suivez-moi attentivement dans chaque partie pour ne pas rater. Et des fois, vous ne voyez pas bien, je ne sais pas, pour ceux qui ne vont pas bien voir, je vous demande d'être attentif avec moi, donc de me suivre pas à pas, de façon que si vous ne voyez pas bien quand je vais lire ou quand je vais parler, vous comprenez, vous captez directement. J'espère que vous avez pigé en tout cas. Alors, c'est ça au moins. Sans plus tarder, nous avons notre exercice dont l'énoncé nous parle. Voilà. Pour la meilleure compréhension. Alors, nous sommes là. Nous avons notre exercice. Et j'espère que pour ceux qui nous vont. Voilà. Nous avons notre exercice qui est au tableau. Alors, l'exercice nous dit quoi? L'énoncé, nous dit quoi? L'énoncé nous demande de calculer le moment dans les appuis de la poutre ci-dessous par l'application de méthodes suivantes. Alors, lesquelles des méthodes que nous allons aborder? Nous avons la méthode des Clapeyron. La méthode des Clapeyron, c'est la méthode des 3 moments. Autrement appelée, donc communément appelée la méthode des 3 moments. J'espère que vous avez déjà entendu parler de ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore entendu, restez branchés pour comprendre ça aussi. En tout cas, ça va vous aider. Alors, la méthode des 3 moments et la méthode des crosses hardies. Nous avons là 2 méthodes. Alors, on va essayer de résoudre l'exercice. Nous trouvons
le résultat final de la méthode de Clapeyron, également pour la méthode de Cross-Hardy. Alors, notre souci est de comparer ces deux résultats. Si c'est là, les deux résultats, voilà, la méthode de Clapeyron et la méthode de Cross-Hardy. On va alors comparer ou on va voir si les deux méthodes doivent aboutir à un même résultat. Voilà, bref, c'est ça. Restez branchés jusqu'à la fin. Alors, nous attaquons directement la première partie. Mais en attendant, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, de façon que si vous avez des lacunes, je vous explique encore. Je peux encore refaire la vidéo pour que vous compreniez. Et si vous n'avez pas bien compris, reprenez la vidéo pour que vous compreniez. Vous avez tout intérêt de reprendre à tout moment jusqu'à tel point que vous allez comprendre. Alors, pour ceux qui ont des lacunes à n'importe quelle matière, bien sûr, qui concerne la construction, n'hésitez pas de m'écrire dans le commentaire. Je dois faire une vidéo uniquement pour votre demande. Si pour ceux qui se sont abonnés. Alors, la première étape commence. Ou la première partie. Alors, c'est quoi la première partie? Je dis la première partie, nous allons présenter notre exercice. Nous allons faire la présentation de tout ceci parce qu'il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas jusque-là. Alors, vous avez lu l'énoncé et moi aussi je l'ai lu ensemble avec vous. Alors, vous avez devant vous une chaîne, un schéma statique plutôt. Vous avez un schéma statique. Dans ce schéma, nous avons 3 appuis. Et d'ailleurs, il s'agit d'une poutre qui mesure 7 mètres. Cette poutre mesure 7 mètres, de là jusqu'ici. Du point A jusqu'au point B, la poutre mesure 7 mètres. Alors, dans la poutre, nous avons 3 appuis. Et avec ces 3 appuis, c'est ça qui fait que nous ayons des travées. Parce qu'il y a l'appui A, l'appui B, l'appui C. Et d'ailleurs, nous avons l'appui fixe et des appuis mobiles. Ne ratez pas la vidéo qui doit suivre parce que nous allons parler la réaction des appuis. Alors, la réaction dans les appuis plutôt. Et c'est là que je vous appelle de suivre la vidéo de vous abonner pour ne pas rater la vidéo qui doit suivre. Parce que nous allons parler de ça. Un ingénieur ne peut pas oublier les appuis, ne peut pas ignorer les appuis. Le nombre d'appuis que nous avons et la réaction de chaque appui. Vous êtes censé les connaître, donc restez branchés. Alors, c'est ça qui a fait que nous ayons des travées. Alors, dans la première travée, nous avons 3 mètres. Donc, la première travée mesure 3 mètres. Donc, la travée AB. Et la deuxième travée mesure 4 mètres. En tout, donc la totalité de ces 2 travées fait 7 mètres. Voilà. À part ça, nous avons la charge qui est soumise ici. Et d'ailleurs, cette poutre est répartie d'une manière indépendante. Donc la poutre est indépendante. Pourquoi? Parce que la travée AB ne dépend pas de la travée BC. Et si vous le voyez déjà, vous verrez que la travée AB est inférieure par rapport à la travée BC. La travée AB mesure 3 mètres. Et si vous voyez, la charge de la travée mesure 30 kN par mètre. Par contre, la travée BC mesure 4 mètres, qui est supérieure à l'autre, et sa charge est de 45 kN par mètre. C'est pourquoi nous avons dit la travée et la poutre est chargée d'une manière indépendante. Et la charge est répartie uniformément dans chaque travée. Vous voyez, dans chaque travée, la charge est répartie uniformément. Alors, sans plus tarder, on va voir les diagrammes des moments fléchissants qui est là. Ici, tout ça,
c'est cette poutre même. Alors ici, dans cette même poutre, nous avons représenté les diagrammes des moments fléchissants de cette poutre. C'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne doivent pas comprendre ce que je dois parler maintenant. Mais je suis censé vous expliquer. C'est la première fois de suivre cet exercice ou de voir cet exercice. Les diagrammes des moments fléchissants veut dire quoi? Et il y a des gens qui ne comprennent pas aussi les appuis, mais quand je vais expliquer, peut-être vous allez comprendre. Nous parlons de deux appuis. Vous fréquentez aussi des chantiers, j'espère. Et pour ceux qui n'ont pas encore de chantier, j'espère que vous avez déjà eu à visiter un chantier quelconque. Regardez, dans un chantier, il y a deux poteaux par exemple. L'intervalle de deux poteaux. Il y a un poteau, il y a un autre qui est là. Et là au milieu, les deux poutres sont reliées et les deux poteaux sont reliés par une poutre. Vous voyez? Alors, c'est ça qu'on appelle appui. Appui A et appui B. Sur la poutre qui relie ces deux poteaux, il y aura encore une dalle qui sera superposée sur cette poutre-là. Et sur la dalle, nous avons la maçonnerie de deuxième niveau, par exemple. Alors, cette dalle et la maçonnerie de deuxième niveau qui sera appuyée sur la poutre qui est soutenue par deux poteaux, quand la charge de la dalle et la charge de la maçonnerie sera soumise sur cette poutre, la poutre aura tendance à fléchir. C'est comme ça, ces mouvements. Vous avez des appuis, des poteaux, et cette poutre, quand elle va subir cette charge, elle aura tendance à fléchir comme ça. Alors, c'est ça qu'on appelle les diagrammes de moments fléchissants. C'est ça. Je vois, vous voyez des courbes. C'est ça qu'on appelle les diagrammes de moments fléchissants. Alors, ce diagramme est représenté par H1 et HD. Nous parlons de H1 et HD parce que nous avons des travées. S'il y en avait 3, on parlera de H4 et H3, H4, et ainsi de suite. Mais comme on n'en a que 2, donc nous parlons de H1 et HD. Voilà. À part ça, nous avons la charge que j'ai déjà présentée là-bas, qui est encore représentée ici. Alors, voilà un peu bref ce que je peux dire en ce qui concerne la présentation de notre exercice. J'espère que j'ai déjà fait la présentation. Et maintenant, nous allons suivre la deuxième étape qui est nommée les formules secondaires qui doivent nous aider à composer la formule des trois moments. Sans plus tarder, on y va pour la deuxième partie. Oui, c'est bien la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler de formules secondaires qui vont nous aider à composer la formule des trois moments. Restez branchés. Alors, quels sont les éléments qui doivent nous aider à composer, à repérer ou à composer la formule des trois moments? Nous avons H1 qui est là. H1, c'est la représentation des diagrammes. Donc, H1 est considéré comme les diagrammes des moments fléchissants. H1. Alors, c'est quoi sa formule? Déjà ici, nous avons, je peux être comme ça pour bien voir. Nous avons ici, on fait ça. Voilà. Nous avons H1 ou H1 plutôt comme ça. H1 ou 2. Ça, c'est la formule. H1 ou HD, parce qu'il y a deux travées. Donc, nous aurons H1 et HD. Sera égal à PL carré sur 8. H1 ou H2
sa formule égale à P. Où est P ici dans cette équation? P, c'est la charge qui est soumise dans chaque travée. La première travée, c'est 30 kN par mètre. Et la deuxième travée, c'est 45 kN par mètre. C'est ça qu'on demande ici. Alors, nous avons dit ici, H1 ou HD sera égal à PL carré sur 8. Ça, c'est la première formule de H1. Nous avons trois éléments que nous allons avoir ici pour composer la formule des trois moments. Alors, j'espère que nous avons finalisé avec H. Donc, les diagrammes des moments fléchissants, nous avons déjà trouvé ça. Maintenant, il nous reste quoi encore? Il nous reste C. Nous avons notre phi qui est là. Alors, phi, c'est quoi dans notre exercice? Phi, c'est la moitié de la longueur de chaque travée. Par exemple, la première travée ici, la première travée mesure 3 mètres. Divisé par D, c'est 1,50 m. Et 1 mètre 5 plutôt, ouais, 1,50 m. Et nous avons ici la deuxième travée, c'est 4 mètres. Divisé par 2, c'est 2 mètres. Donc, c'est ça notre phi. Notre phi égale à phi 1 ou phi 2, comme ça. Sera égal à combien? Sera égal à L sur 2. La longueur divisée par D. Longueur de chaque travée, pas n'importe quelle longueur. Alors, troisième formule, nous allons chercher cette surface que vous voyez ici, la surface de chaque diagramme. Dans chaque travée, cette surface. Voilà, c'est ça que nous appelons S1 ou S2. Parce qu'il y a deux travées toujours. S1 ou S2 sera égal à combien? S1 ou S2 sera égal à D tiers. D tiers multiplié par H1 ou 2 multiplié par longueur 1 ou 2. Voilà. Longueur 1 ou 2. Ça veut dire que par ici, nous avons besoin de ces trois formules. Et ces trois formules, la valeur de chaque élément ici, nous allons trouver, parce qu'ici, c'est considéré comme les inconnus. Alors, nous avons besoin de la valeur de H1, la valeur de phi1 et la valeur de S1 également pour les SD et la deuxième travée. Alors, ayant trouvé ces valeurs, ça doit nous permettre de composer maintenant notre formule des trois moments. Alors, si on peut continuer ici, on trouve maintenant la valeur de H1. On peut remplacer directement, ceci implique que H1 égale à combien? H1 sera égal, nous avons dit P, notre P1 c'est combien? Notre P1 égale 30. 30 multiplié par L égale combien? L égale 3. Et comme on a dit L carré, c'est 3 carré divisé par 8. Voilà. C'est ça notre H1. Et quand vous allez calculer ça, alors moi j'ai déjà fait mon calcul. Alors quand vous allez calculer ça, vous allez trouver nécessairement 33,75. 33,75. Donc la valeur de H1 égale à 33,75. Alors, nous allons chercher H2. J'espère que les formules sont là. On doit les reprendre pour l'espace.
pour l'espace. En tout cas, on doit faire ça. Voilà. Alors, H2 maintenant. HD sera égal à, on prend toujours P, notre P2 égale combien? Égale 45 multiplié par 45 multiplié maintenant par 4 carré sur 8. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, 4 carrés, c'est la longueur des deuxième travée au carré, selon ce que la formule nous demande ici. Et ça, 45, c'est le P, donc la charge qui est appliquée dans la deuxième travée. Alors, quand vous allez calculer ceci, doit vous donner 90. Parce que nous, on a déjà calculé. C'est 90. Donc, notre H2 égale à 90. Alors, notre phi égale à combien? Notre phi égale à... Alors, ici, nous avons parlé de... Nous avons dit phi égale à L divisé par 2. Phi égale à L divisé par 2. Ce qui implique que phi 1 égale à 3 divisé par 2 qui est égal à 1,5. Ça, c'est la valeur de phi 1. Et la valeur de phi 2 égale. Phi 2 sera égal à 4 divisé par 2 qui est égal à 2. Voilà la valeur de phi 2. À part ça, nous allons chercher maintenant la valeur de S. Alors, S1, nous avons dit S1 égale à combien? S1 égale à quoi plutôt? Égale à 2 tiers multiplié par H1 multiplié par L1. Ce qui implique S1, si on peut remplacer directement, égale à 2 tiers multiplié par la valeur de H1 ici. La valeur de H1, nous avons dit 33,75 multiplié par la première travée, nous avons dit la longueur c'est 3 mètres multiplié par 3. Alors, ceci égale à... Faites les calculs. Chez nous ici, on a déjà fait les calculs. S1 égale à 67,5. À 67,5. Voilà la valeur de S1. Et la valeur de S2, nous avons S2 égale, si on peut remplacer directement la valeur, nous avons dit 2 tiers multiplié par la valeur de H2, c'est 90. Multiplié par 90, multiplié par la valeur de L1, et L2 plutôt, la longueur de 2, c'est 4 mètres. Ceci égale, quand vous allez calculer, vous allez trouver 240. Voilà. C'est là la valeur de S2, 240. Maintenant, nous avons trouvé ces 3 éléments qui doivent nous aider à composer la formule des 3 moments. Là, j'espère que c'est la deuxième partie. Les 3 éléments que nous avons eu besoin, c'est ça. Et sans plus tarder, on y va à la 3e étape qui est la grande étape de la formule des 3 moments. À ne pas rater, on y va. Voilà. Nous avons là la 3e étape. Nous sommes dans la 3e étape. On continue pour conclure directement. Alors, la 3e étape, c'est quoi? La 3e étape, nous allons sortir la formule des 3 moments. La formule des 3 moments. On peut faire ça pour bien voir. Voilà.
il, il suffit de trouver maintenant la formule des trois. Et pour trouver la formule des trois moments, on fait comment? Ensemble, soyez attentifs pour ne pas rater. Et soyez vraiment attentifs dans cette partie qui est vraiment très nécessaire. Nous sommes là. Nous sommes ici. Notre schéma est là. Alors, étant ici, dans le premier appui, si quelqu'un appuie ici au premier appui, qu'est-ce qui va réagir? Qu'est-ce qui va bouger ici dans ces schémas statiques? Si on est au premier appui et que quelqu'un appuie ici, nous allons remarquer que c'est L1 qui doit bouger, la longueur 1 qui doit bouger. Donc, la première travée ici, admettons que c'est une poutre d'ailleurs que nous calculons. Si quelqu'un appuie au premier appui ici, c'est cette poutre qui doit bouger. Comme c'est elle qui doit bouger, pour composer notre formule des trois moments, donc nous aurons ici L1 multiplié par MA. Voilà. D'ailleurs, quelque chose que je voulais oublier. La méthode des trois moments consiste à calculer consiste à calculer trois appuis, trois appuis, trois appuis. Alors, dans notre schéma statique, nous avons trois appuis d'ailleurs. Donc, nous avons un seul système. Mais s'il y en avait 5, on aura autant de systèmes. Mais comme on n'en a que 3, c'est pourquoi nous avons qu'un seul système. S'il y en avait 5, on allait prendre appui A, B, C, qui est le premier système. Et après avoir calculé l'appui ABC, on va encore calculer B, C, D. S'il y avait un autre appui, ça voulait être déjà 2 systèmes. Et si c'était 5, on allait avoir 3 systèmes. C, D, E. Donc c'est comme ça, on les fait progressivement. Le fait de calculer 3 appuis, 3 appuis, 3 appuis. Et ces 3 appuis sont appelés systèmes. Malheureusement, ici, qu'on n'en a que 3. Mais pour ceux qui ne vont pas comprendre, peuvent m'écrire aux commentaires pour qu'on prolonge les appuis. Mais bref, c'est ça que nous allons calculer aujourd'hui. Alors, nous avons ici, nous avons dit, quand quelqu'un appuie ici, c'est que ce qui va bouger ici, c'est la longueur, la travée, une qui doit bouger, la première travée qui doit bouger. Vous voyez? Et nous aurons quoi ici? Nous aurons L1 multiplié par les moments au point A, qui est ici. Alors, plus, si quelqu'un appuie ici au milieu, au deuxième appui, ce qui doit bouger, c'est quoi? C'est L1 et L2 qui doivent bouger directement. Donc, L1 multiplié par MA plus 2 multiplié par L1 plus L2 multiplié par MB. Voilà. Multiplié par MB. Plus. Alors, on peut effacer ici pour gagner de l'espace. Pour gagner de l'espace. Et si vous ne voyez pas bien, vous n'avez qu'à reprendre. Si vous cherchez S1 que nous avons effacé, vous n'avez qu'à reprendre la vidéo pour bien voir. Alors, nous avons trouvé cette partie. Et maintenant, quand quelqu'un est ici au troisième appui, s'il appuie ici, nous allons remarquer que c'est L2 qui doit bouger. C'est L2 qui sera touché. Donc, nous avons ici L2 multiplié par moment au point C. Voilà. C'est là la première étape. Ceci sera égal à combien? Sera égal. Maintenant, nous allons nous servir des formules que nous avons trouvées ici. Ceci égal à moins 6 multiplié par S1 multiplié par phi 1, les tout sur L
1 plus S2 multiplié par phi 2, le tout sur L2. Voilà la formule des trois moments que nous cherchons. C'est ça la formule des trois moments. Donc, nous avons dit L1 multiplié par MA plus D multiplié par L1 plus L2 multiplié par moment au point B plus L2 multiplié par moment au point C qui sera égal à moins 6 multiplié par S1 multiplié par phi 1, le tout divisé par 1, plus S2 multiplié par phi 2 divisé par L2. Sans plus tarder, on peut directement remplacer ces données, mais j'espère que nous devons effacer ici pour bien voir. Bon, on doit effacer ici pour bien voir. Si vous ne voyez pas les schémas, en tout cas, il suffit de reprendre la vidéo pour voir les données que nous effaçons maintenant. Voilà. C'est la faute des tableaux qui n'est pas assez grand. Alors, nous sommes là. Suivez-moi attentivement. Étant ici, la règle nous dit ceci. Quand il n'y a pas de porte-à-faux dans notre schéma que je viens d'effacer, comme on n'a pas de porte-à-faux, les moments qui sont aux extrémités seront nuls. Là, en cas s'il n'y a pas de porte-à-faux, les moments qui sont aux extrémités seront nuls. Donc, les moments au point A égale à 0. Également, les moments au point C égale toujours à 0. Parce qu'il n'y a pas de porte-à-faux. S'il y avait des porte-à-faux, les moments seront considérés. Les moments au point A sera considéré. Également, les moments au point B et au point C sera considéré. Mais il n'y a pas de porte-à-faux. Donc, les deux moments seront nuls. Donc, ces deux ici partent. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, je dis ceci. Comme il n'y a pas de porte-à-faux, les moments qui est au point A sera nul. Les moments au point C aussi sera nul. Alors, comme le moment au point A sera nul, par exemple, on prend l'exemple de L1. L1 ici égale à 3. Quand on prend 3 multiplié par 0, qui est le moment au point A, ça donne combien? Ça donne toujours 0. Vous voyez? Parce que tout nombre multiplié par 0 égale 0. Également ici, le moment au point, quand on prend 4, qui est L2, multiplié par moment au point C, égale toujours à 0. Parce que le moment au point C est 0, égal à 0. Voilà. Alors, ayant éliminé ceci, nous resterons maintenant avec 2 multiplié par L1 plus L2 multiplié par moment au point B, ceci égale à moins 6 facteur moins 6 multiplié par S1 multiplié par phi 1, le tout sur L1 plus S2 multiplié par phi 2, le tout sur L2. Voilà la formule qui nous reste. C'est ça. Et on remplace directement. Si on remplace directement, vous verrez que nous aurons quoi ici? 2 multiplié par L1 égale à 3 plus L2 égale 4. Donc 3 plus 4 multiplié par le moment au point B qui est égal à moins 6, le défaut du tableau qui est un petit peu. Alors, moins 6 multiplié par S1. Notre S1 ici, nous avons dit S1 égale à 67,5 multiplié par 67,5 multiplié par M. Notre phi 1, c'était 1,5. Le tout sur
3, qui est notre L3. Pour la meilleure compréhension. Voilà. On peut effacer ici pour bien voir. Voilà. Voilà, nous sommes là. Plus maintenant. Plus notre S2. Notre S2, nous avons dit S2 égale à 240. À 240 multiplié par phi2. Notre phi2, nous avons dit égale 2 sur L2, c'est 4. Voilà. C'est ça qui nous reste ici. Alors, quand vous allez faire la sommation, vous verrez que ceci sera égal à ici sera égal, voilà. Si on prend ici 2 multiplié par 3, 6. 2 multiplié par 4, ça nous donne 8. Alors, 6 plus 8, ça nous donne 14. Donc, nous avons ici 14 MB. Donc, 14 multiplié par moment au point B, qui est égal. Alors, quand vous allez faire la sommation de tout ceci, ça va vous donner combien? Parce que chez nous, ici, on a déjà tout travaillé. On a tout travaillé. Alors, quand vous allez faire la sommation ici, ça va vous donner 922,5. Voilà. Cette partie, commençant ici, toute cette partie, ça va vous donner 922,5. Parce qu'on va regagner le temps. 922,5. Alors, ici, le problème est de tirer maintenant MB. Si on tire MB, nous aurons ici MB sera égal à 922,5 divisé par 14. 922 divisé par 14. 14 change de membre. Le premier membre, il change les signes. Il change encore les seconds membres. Il change encore des signes. Il redevient positif. Alors, si on divise ceci, ça va nous donner... Ça va donner 65 points quelque chose. 65,8. Alors, moi, j'ai arrondi. Où nous restons avec 66. Voilà. Notre MB égale à 66. Notre MB est là. Donc, MB, moment au point B, égale à 66. Voilà. Et MA, moment au point A, qui est égal à moment au point B, seront égales, et moment au point C plutôt, qui sont nuls, seront égales à 0. Voilà notre résultat, le premier résultat. Les résultats de la première méthode, la méthode des Clapeyron, c'est ça. MB égale à 66, c'est ça qui nous a été demandé ici. MB est connu maintenant, il est égal à 66. Et MA qui est égal à MC qui sont nuls, sont égales à 0. Alors, j'espère que nous sommes à la fin de notre premier exercice et nous sommes à la fin de notre première méthode. Restez branchés pour demain. Demain, nous allons faire la méthode des cross-hardis et nous allons essayer de comparer les deux si ça va aboutir au même résultat. Je vous dis merci, vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous demande de vous abonner pour ne pas rater. Les domaines d'un ingénieur demandent la concentration et demandent toujours d'apprendre. Si vous avez raté quelque chose à l'université, c'est facile que vous vous rattrapez ici. C'est facile, on a tout mis. Donc, je vous dis merci et je vous demande de vous abonner massivement.
commentez, posez-moi des questions. En tout cas, je serai à mesure de vous répondre. Sinon, on se revoit prochainement. Merci beaucoup. Bye.